Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on rencontre nul autre que M. Benoît Pilon. Bonne écoute tout le monde. Bonjour M. Pilon, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. J'ai vu le film mardi dernier, félicitations. Merci beaucoup. Alors, ma première question est, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un film dans une école religieuse? Quand on m'a approché avec ce scénario-là, il y a déjà quelques années, c'était comme une première version du scénario. Puis la première chose qui m'a touché dans ce scénario-là, c'était les personnages, puis cette relation entre le frère Jean puis ses élèves. L'espèce de, euh, l'espèce de volonté du frère Jean de faire rêver ces jeunes puis de vouloir une vie meilleure pour eux autres. C'est une espèce de film dont le thème principal, c'est comme une espèce d'appel à la liberté pour ces jeunes-là, puis en même temps, un, un désir de passer aux générations qui viennent euh, des connaissances, puis surtout une volonté d'aller au bout de leurs capacités. C'est ça un grand thème. En fait, les grands éducateurs, c'est ça qu'ils font. Puis il y avait ça dans la première version du scénario. Alors ça m'a beaucoup touché. Le fait aussi que ça se passe en 1949 dans un collège de Charlevoix, je trouve que c'est une période de notre histoire qu'on n'a pas nécessairement visité très souvent au cinéma. Et puis, je trouvais ça intéressant qu'on traite de cette partie de l'histoire sous un autre aspect que l'aspect très critique avec lequel on a traité ces sujets-là dans les dernières années, avec raison, avec tous les abus qu'il y a eu dans les milieux religieux et tout ça. C'est normal qu'on ait traité de ça, mais en même temps, il y avait des personnes là-dedans qui ont donné leur vie pour l'éducation, ou beaucoup de religieuses qui ont donné leur vie pour, dans le milieu de la santé, par exemple. Ça a été très important, la présence des religieuses. Donc, il y avait aussi, ça permettait un peu de faire un équilibre peut-être au niveau historique, au niveau du traitement qu'on donne à ces sujets-là. Donc, tout ça, ça m'a attiré beaucoup, oui. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'était la première scène, qui est la scène où est-ce que les élèves présentent une petite pièce de théâtre, tout ça. Est-ce que c'était une Oui, façon, dans le fond, de nous introduire, ce sera quoi le sujet du film? absolument. Et ça permettait aussi, en plus d'introduire le sujet du film, ça permettait aussi, d'une façon assez économique là, en termes de temps, puis d'une façon assez le fun, d'introduire beaucoup de personnages. Tu sais, la relation de frère Jean aux jeunes, un peu la personnalité de chacun des jeunes. Chouinard, qui est le petit frondeur qui dit qu'il a peur de rien, le petit Jérôme Ouais. qui est craintif. Tu sais, ça permettait de voir la relation avec frère Mathieu, qui est comme l'espèce de frère qui admire le frère Jean, puis il veut être dans la gang avec lui pour s'occuper des jeunes. Après ça permettait aussi d'établir la relation avec le frère visiteur qui arrive, un peu l'autorité, le frère directeur, qui est Rémi Girard, qui lui Mhm. trouve ça drôle, mais en même temps, devant les autres, il voit que les autres ne trouvent pas ça drôle. On voit tout de suite qu'il est comme pris entre les deux. Alors, tout ça, c'est le frère Cyprien aussi, qui lui, au contraire, est un peu, excuse-moi le mot, mais est un petit peu lèche-cul Oh ouais, du frère, du c'est tout à frère fait principal. correct. Tu sais, tout ça, c'est comme dans à peu près, là, même pas 10 minutes, là, on arrive Non, à tout mettre ça en place. Alors ça c'était, on trouvait que c'était une façon intéressante de lancer le film. dans le fond, c'est un peu un élément déclencheur. Oui, en fait, c'est ça, comme tu dis, ça met en place la thématique du film tout de suite, l'opposition des idées. Tu sais, le frère Jean qui dit que l'Amérique a été découverte par les Vikings dans sa pièce, de voir tout de suite comment les autorités religieuses font comme wow, attends un peu, là, c'est pas ça que nos livres disent. Puis de voir les relations avec les personnages. Fait qu'on place le thème du film, en même temps, l'espèce de conflit scientifique historique du film qui va être central au film, on place ça dès le début, puis on place en même temps les relations avec les personnages. Mais là, parle-moi un peu de la conception du personnage de Émile, qui est joué par Arnaud Vachon, qui est, on peut dire, un peu au début, on commence que c'est un personnage un peu sombre, mais que soudainement, à la fin, devient plus joyeux. Comment t'en es venu avec cette création-là?
Ben, le personnage d'Émile, c'est vraiment typiquement là, le jeune peu. Tu sais, on hésitait entre le jeune rebelle ou le jeune plus juste renfermé qui ne veut plus rien savoir d'école parce que son père est mort à la guerre, qui est comme juste, il n'a plus envie d'aller à l'école, il voit que sa mère en arrache, il veut juste aller à l'école, c'est pas sa place, ça ne lui donnera rien envie. Fait qu'il veut, puis sa mère, elle veut qu'il aille aux études parce qu'elle comprend qu'à un moment donné, ça peut être important, l'éducation, tout ça. Fait que sa mère, elle le pousse, mais lui, il ne veut rien savoir. Alors, au début, il est très enfermé, très sombre. Il y a le canif que son père lui a donné, puis lui, c'est comme un peu le symbole de la présence de son père qui est mort, tout ça. Puis, il veut pas vraiment rien savoir. Il arrive dans cette école-là. Le monde le niaise un peu, donc Chouinard. Fait que là, il se renferme encore plus, jusqu'à temps que tout à coup, bon, je ne veux pas tout dire sur le film, mais tu sais, sur la Non, non. patinoire, la scène de la patinoire, où là, ça éclate, et puis là, il pique une crise. Et puis, le frère Jean va intervenir pour essayer de l'aider. Et puis, il va intervenir aussi pour qu'il puisse rester dans le collège. Encore là, il n'est pas trop sûr s'il veut. Mais après ça, on s'est dit, oui, c'est sûr que c'est important que le frère Jean ait un rôle positif sur ce jeune-là. Et comment est-ce qu'on le fait, comment y arriver. Il y a eu toutes sortes de versions de scénarios. Et puis, à un moment donné, il y a un des co-scénaristes qui est arrivé avec cette idée-là cette idée-là du cinéma dans sa vie, il découvre la caméra, il découvre le projecteur dans une scène, et puis là, tout à coup, on avait placé aussi le fait que bien qu'il ne veuille rien savoir et tout ça, l'école, il y a un talent artistique, on le voit dessiner au début, puis il se réfugie là-dedans, ses dessins, ses trucs, il n'écoute pas trop à l'école, mais il dessine, fait qu'il y a comme un talent artistique. Puis à un moment donné, tout à coup, quand il découvre le projecteur, la lumière, le cinéma, il allume vraiment là-dessus. Puis le frère Jean s'en rend compte. Puis à un moment donné, ça a été la porte d'entrée pour le frère Jean pour commencer à l'intéresser à quelque chose. Et je pense que c'est ça la qualité d'un grand éducateur, comme le frère Jean, c'est de voir chez un jeune tout à coup une petite lumière, une petite possibilité de l'intéresser à quelque chose. Puis là, accrocher là-dessus. Puis lui donner la place pour qu'il puisse continuer à se développer à travers ça. Le fait que Émile découvre le cinéma, tout ça, c'était-tu un peu une façon, je sais pas comment le dire, de trouver une façon d'inclure les débuts du cinéma, dans le fond? En fait, en 1949, on n'est pas tout à fait dans les débuts du cinéma, parce que ouais, mais le cinéma, ça date. Mais tu sais, on est quand même dans au niveau technologique, c'est sûr que par rapport à aujourd'hui, on est encore on est dans la pellicule, le 16 mm, le 8 mm, coller des bouts de film avec une colleuse, la petite monteuse, tout ça. Donc oui, ça, c'était intéressant de montrer ça. Puis en même temps, c'était comme, je sais pas, c'est une idée qui s'est développée, puis on trouvait ça intéressant que le frère Jean, il veut les intéresser au Vinland, puis aux fouilles et tout ça, puis Émile, ça va être quelque chose d'autre, un peu en parallèle à ça qui va l'accrocher. C'est que les Vikings de Vinland, tout ça, ils trouvent ça cool, mais ce qui va surtout l'accrocher, c'est la possibilité, lui, de filmer ça, puis de faire des films, puis donc, oui, ça rend un peu un hommage en tout cas, au niveau du cinéma au Québec, c'est sûr que 1949, si on parle du cinéma québécois, on pourrait dire, tu as raison, que c'est comme dans les débuts du cinéma qui se faisait au Québec. Puis d'ailleurs, c'est un petit peu un clin d'œil aussi. Je ne sais pas si tu connais l'abbé Proulx, mais l'abbé Proulx était un religieux comme ça, qui était un des premiers cinéastes québécois. Il faisait des documentaires. Alors, pour nous, c'était un petit peu le frère Jean avec son béret, qui a une caméra. Puis ça, c'était un petit peu un clin d'œil au documentaire de l'abbé Proulx. Moi, j'aurais aimé ça, c'était d'inclure, de voir justement, pour moi qui aura peut-être, qui ne pourra pas connaître le style de montage de même, mais je trouvais ça cool de voir comment c'était fait le montage en pellicule, puis c'est le fun de voir comment tu te rends compte que c'était plus complexe que comparé à aujourd'hui. Fait que j'aurais beaucoup aimé cette idée-là que vous avez mis le vieux style du cinéma, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis moi, à chaque fois que je vois ça, chaque fois que je vois cette scène-là d'Émile dans sa salle de montage avec la lumière, qui coupe son film, puis on voit, puis à cette époque-là, c'est ça, c'est juste de mettre deux images ensemble, puis de voir tout à coup que les deux gars ont l'air de se regarder, Chouinard puis Jérôme,
Alors que Ouais. dans le fond, juste par le montage, tu sais, de mettre les deux images l'une à côté de l'autre, puis là, il voit ça, puis il fait Waouh! Tu sais, c'est comme une magie de mettre deux images ensemble, de voir qu'est-ce que ça donne. Ben, c'est ça le cinéma, c'est de filmer des images, mais c'est après ça, des assembler ensemble et de leur donner un nouveau sens. Et puis ça, je trouvais ça intéressant qu'on monte ça. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement, tu sais, c'est tellement facile à faire avec tous Ben les ouais. médias numériques, tu sais. Le montage et tout ça, c'est rendu que tout le monde fait ça sur son ordinateur, mais à l'époque, il faut penser que c'était tout un processus qui était mécanique, qui était long. Il fallait couper la pellicule, coller deux bouts, mettre de la colle, tu sais, Ouais. compresser ça, puis Mais après étais-tu ça, un de ces regarder ton jeunes-là? image. Ouais. Plus jeune, étais-tu un de ces jeunes-là qui faisait des courts-métrages genre en super 8, tu sais? Ben, moi, en fait, j'ai commencé, moi, vraiment à faire ça à l'école de cinéma. J'en avais pas fait avant. Je m'intéressais au cinéma plus pour comme de voir des films, puis mais j'avais fait plus de la photo et du théâtre, moi, avant de rentrer à OK? l'école de cinéma. Mais c'est sûr que quand je suis rentré à Concordia en cinéma, là, oui, là, on avait une Steenbeck, puis on a commencé, j'ai commencé à apprendre à monter en pellicule, là. Puis j'ai trouvé ça absolument fascinant, mais je n'ai pas fait ça à l'âge d'Émile dans le film. J'ai fait ça plus tard OK. quand je suis rentré à l'école. Ben, des fois, ça t'arrivait-tu des fois de penser à tourner ce film-là en pellicule ou toi, ça a tout le temps été le digital en premier? Ben non, mais mon premier film, je l'ai tourné en pellicule. Ce qu'il faut pour vivre, mon premier film était tourné en pellicule. Premier film long-métrage fiction. Mes courts-métrages que j'ai fait à l'université étaient tournés en pellicule aussi. Le court-métrage que j'ai fait après ça, en sortant de l'école aussi, quelques années après être sorti de Concordia, j'avais tourné en pellicule. Donc, j'ai tourné quand même plusieurs films en pellicule. Si je me souviens bien, le premier que j'ai tourné en numérique, je pense que c'est Iqaluit, mon troisième long-métrage. Je pense que même Décharge, on l'avait tourné en pellicule. Il faudrait que je vérifie. Je suis tout à fait sûr, il me semble que oui. Je pense que c'est Iqaluit, mon troisième long-métrage qu'on a tourné en numérique. Mais est-ce que tout comme Émile et le frère Jean, est-ce que tu étais aussi. Est-ce que tu avais des bonnes relations avec tes profs? Oui, moi j'étais quelqu'un, en fait, j'étais quelqu'un qui aimait assez l'école. Je n'étais pas très studieux, mais j'aimais le côté social de l'école, autant la relation avec les autres élèves qu'avec les profs. Puis j'étais un peu blagueur. J'étais vraiment très bon à l'école, mais je n'étais pas du genre studieux. Comment je dirais? C'est comme si dans mes cours, tu sais, j'étais concentré, puis je gobais la matière, puis ça faisait que j'avais pas besoin de faire des gros devoirs, tout ça, parce que j'avais comme si je ne comprenais pas, je posais des questions. Puis, tu sais, j'étais bien actif dans une classe. Fait que je pense que les profs trouvaient ça trippant parce que j'étais comme ça. Il y avait des interactions avec moi, tu sais. Puis en même temps, je faisais des petites blagues. Puis j'étais comme. Fait que, tu sais, j'étais un peu un élève pas turbulent, mais tu sais, un élément de. euh, comment je dirais? Je n'étais pas tu sais, le nerd rat de bibliothèque, mais j'étais comme quand même intéressé. Tu sais, j'étais intéressé, puis j'apprenais assez vite et tout ça. Et, euh, et par contre, tu sais, c'est comme il y a des matières évidemment qui m'intéressaient moins, puis tout ça, mais tu sais, je me forçais quand même pour bien réussir parce que dans le fond, j'aimais ça. Tu sais, j'étais quelqu'un quand même qui aimait l'école. Puis en secondaire 5, il y a un prof en particulier qui, là, m'a vraiment. Parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Là, tu sais, évidemment, j'avais 16 ans, 17 ans, rendu en secondaire 5, 16-17. Mais il y a un prof, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'était dans un collège de frères. C'était à Varennes, OK. le collège Saint-Paul à Varennes. C'était des frères des écoles chrétiennes qui géraient encore le collège. On avait des profs qui étaient des frères, puis on avait d'autres profs qui n'étaient pas des frères. Là, c'était un mélange des deux. Mais en secondaire 5, j'ai eu un prof qui était comme un jeune prof. Il était dans la trentaine, je pense. Puis lui, je ne sais pas s'il était vraiment encore frère, mais il était pour devenir frère, en tout cas. Il était dans le processus d'être frère. Puis, c'était vraiment un prof super qui nous faisait écrire de la poésie, qui nous faisait. Tu sais, c'était un prof de français, mais vraiment très, très, très intéressant, qui nous faisait découvrir plein de choses. Puis, il nous a fait monter une pièce de théâtre. Et puis, nous autres, on a choisi En pièces détachées de Michel Tremblay. Puis moi, OK. j'ai joué un rôle important dans la pièce, puis j'ai fait la mise en scène. Puis donc, Pierre Ménard, tu sais, nous a comme appuyé là-dedans, nous a donné toute la place pour qu'on fasse nos propres expérimentations et tout ça. Mais
tout son support, la façon qu'il nous supportait là-dedans, la façon qu'il nous donnait confiance en nous-mêmes, pour moi, ça a été vraiment déterminant. Puis le fait d'avoir monté cette pièce-là, de l'avoir montré à tous les élèves d'école, on avait même invité des gens de l'extérieur qui sont venus. Je me rappelle il y avait une grande actrice de théâtre québécoise, Rita Lafontaine, qui avait joué Ah dans des ouais! pièces, ouais, qui avait joué dans des pièces de Michel Tremblay, qu'on avait invité, puis qui était venue voir la pièce. Ils nous avaient fait des commentaires à la fin et tout. Fait que ça a été comme un grand moment pour moi à cet âge-là. Ça a comme semé quelque chose qui ne m'a jamais abandonné après. Moi, je m'enlignais pour faire des sciences et tout ça. Puis d'ailleurs, je suis rentré au cégep en sciences pures après. Mais j'avais toujours derrière la tête le fait que, oh wow, faire du théâtre, diriger des acteurs, jouer, c'était quelque chose qui m'avait complètement fasciné. J'avais trouvé ça juste trop cool. Fait que, après ça, même si j'étais au cégep en sciences, le soir, j'avais des activités de théâtre. J'ai commencé à faire de la photo, développer de la photo noir et blanc, tout ça. Puis, c'est ça, j'ai essayé de rentrer dans une école de théâtre au conservatoire. Après ça, après mon cégep, j'ai essayé de rentrer au conservatoire. Je voulais comme prendre un cours de comédien pour, après ça, faire de la mise en scène. Puis bon, ça n'a pas marché. Je ne suis pas rentré à l'école. Après ça, je suis retourné à l'université en chimie. J'ai lâché. En tout cas, tout ça pour finalement rentrer à Concordia en cinéma après plusieurs années. Mais je te dirais que c'est quand même ce prof-là de secondaire 5 qui a semé la petite graine qui a fait que j'ai eu envie de faire ça dans la vie. Là. Ouais, c'est drôle parce que ben, moi aussi, j'étais. Ben, tu sais, en cours, c'est pas tant que j'étais un mauvais élève, moi, mais tu sais, moi, peut-être rendu vers mes 17 ans environ, moi, j'étais plus intéressé à écrire dans mes cahiers de notes mes idées de films, tout ça, au lieu de faire le cours, tout ça. Puis, tu sais, ça dérangeait pas les profs parce que tu sais, les profs croyaient en moi. J'ai fait des projets avec certains profs. Puis, j'étais chanceux parce qu'à mon école secondaire, il y avait un festival de court-métrage. Puis ce prof-là, c'était pas mon prof, c'était un prof d'art drame OK. justement, qui a été mon mentor, il m'a permis de toucher au cinéma, tout ça. Puis c'est comme pas mal lui qui m'a convaincu que j'étais fait de faire du cinéma. Fait que ça me fait un peu penser à ton histoire. Puis j'avais aussi une super prof d'art aussi qui m'a aussi en premier permis de comprendre que l'art, c'est pas juste peinturer, puis tout ça, c'est beaucoup d'affaires. Puis ça, c'est d'autres affaires qui m'ont permis de montrer que l'art, c'est pas pour les enfants, c'est pour tout le monde. C'est quelque chose de super incroyable, l'art. Fait que je trouve ça, ça me fait un peu penser à ton histoire que tu me dis. Oui, oui, oui. Puis écoute, je pense qu'on a tous eu dans notre vie un prof qui a eu une influence, qui nous a, comme on dit, qui nous a révélé à nous-mêmes, qui nous a montré Mhm. nos capacités, qui nous a permis de croire dans des choses qu'on ne savait pas que c'était possible de faire. Puis qui nous ont dit non, non, garde, suis ça, toi, vas-y. Tu as même Rémi Girard dans le film me racontait que lui, il était au Ouais. collège, puis c'est un tannant, là, Rémi Girard à l'école, il était en pénitence, tout ça des fois. Puis à un moment donné, il y a un prof qui est arrivé comme ça, c'était un frère aussi, qui est arrivé avec un texte d'une pièce de théâtre, il a mis ça dans les mains, puis il a dit tiens, toi, il dit il y a un rôle là-dedans, il a dit le rôle, tu apprends ça, tu t'en viens, tu vas jouer avec nous autres dans la pièce. T'sais. Puis là, Rémi a fait ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis pour lui, il dit ça a changé sa vie. Fait que, Ah c'est ouais. comme des profs comme ça, on a tout quelqu'un, je pense, à un moment donné, qui nous a aidés, qui nous a fait confiance, qui nous a aidés à nous découvrir nos talents, nos capacités. Puis je pense que en fait, c'est à ça que le film rend hommage, c'est à ces profs-là j'appelle ça des profs qui changent des vies. Ouais, C'est parce ça. qu'au générique, à la fin, vous saluez plusieurs profs qui vous ont marqué à la fin. Ben c'est ça, oui, on a demandé aux acteurs, puis aux deux co-scénaristes, à la productrice, puis moi, on a décidé de faire comme un coup de chapeau à ces profs-là qui chacun nous a influencés. Puis on a mis ça au générique à la fin. Ben, c'est Exactement. vrai que c'est une bonne idée parce que c'est le sujet du film, à quelque part, les enseignants. Ça, moi, je pense que c'était une belle c'est une bonne idée, ça. Oui, on était contents de pouvoir faire ça, en tout cas, puis on reçoit beaucoup de commentaires de gens qui sont touchés par ça quand ils voient ça, ce générique à la fin. Ouais. Ouais. Ben, d'ailleurs, comme tu disais, tu as écrit ça avec deux co-scénaristes. Comment tu as trouvé ça, écrire avec deux scénaristes? Ah, ça a été génial. Ça a été génial, mais c'est venu progressivement. Au départ, c'est un des trois, c'est Normand Bergeron, un gars de Québec, qui avait l'idée originale, puis lui, il avait ça depuis quasiment 20 ans, cette idée-là. Puis Normand, aujourd'hui, c'est un gars qui est c'est un scientifique, il est prof Ah ouais? il est prof à l'Université Laval à Québec
en biologie marine, un spécialiste du saumon. Alors, Wow! mais il a fait des courts-métrages quand il était jeune, puis il a gagné des prix avec ses courts-métrages. Il a toujours eu des amis en cinéma, puis il a toujours hésité entre faire du cinéma, faire des sciences. Finalement, il a fait une carrière scientifique, mais il avait toujours cette idée-là de film qu'il avait commencé à développer, puis il a approché une productrice, il a approché Marc Robitaille aussi, l'autre co-scénariste. Fait que Marc Robitaille l'a aidé au début. Après ça, Marc a commencé à écrire avec lui. Puis là, après une première version, il commençait avec la productrice, ils se sont dit, il faudrait trouver un réalisateur. Ils m'ont approché. Fait que moi, au début, je lisais leur travail à eux, puis je faisais des commentaires et tout ça. Puis à un moment donné, Marc Robitaille a fait, Benoît, viens donc écrire avec nous autres. T'sais. Puis à partir du moment où moi, j'ai commencé à écrire avec Marc, Normand, il s'est un petit peu retiré. C'est-à-dire qu'il lisait nos versions, il faisait des commentaires, mais lui, il a comme arrêté d'écrire. Là, c'est moi avec Marc. On a pris le relais. Normand, il était prof à l'université, tout ça. Il était bien occupé avec tout ça. Fait que c'est Marc puis moi qui avons écrit toutes les autres versions de scénarios là, quand on a déposé à la SODEC et tout ça. Ça nous a pris 4 dépôts à la SODEC pour finalement avoir l'argent pour aller en production. Ah ouais. Entre chaque dépôt, on réécrivait des nouvelles versions, puis on a travaillé très, très fort, Marc et moi, pour pousser le scénario le loin possible. Là, il y a eu 15-20 versions de scénario. Fait que c'est ça. Donc, c'est là, après ça, j'écrivais avec Marc surtout. Puis, comme je te dis, Normand, il relisait nos versions, il nous faisait des commentaires. Puis, ça a été vraiment très naturel. Puis, ce qui était le fun, c'est qu'il n'y avait pas de guerre d'ego là-dedans. C'était pas genre mon idée meilleure que la tienne. C'était juste, c'est quoi qui est meilleur pour le film? C'est tout là, cette approche-là de c'est quoi qui est la meilleure idée? C'est quoi qui fait que le film il devient meilleur? Les personnages sont plus approfondis, que l'histoire est plus crédible. Et puis, on avait des gros défis sur toute l'histoire de l'artefact là, qu'on découvre, qui est caché Ouais. par qui, comment. Tout ça, c'était pas évident d'arriver à avoir une version où on comprenne, en tout cas, tout fait que ça, c'était toujours, OK, c'est quoi la meilleure façon d'approcher ça? Toute la relation entre Frère Jean et la mère d'Émile, il y a eu des versions, on avait pensé que peut-être que dans le fond, elle l'avait connu plus jeune, puis c'était plus compliqué. Puis on a fait, nous, on va simplifier ça. Ça passe par toutes sortes de phases d'un scénario, là. Et puis, mais le travail entre nous trois, il y a toujours été un travail de collaboration dans le respect, puis dans l'esprit de dire c'est quoi qui est le mieux pour le film. Ça s'est super bien passé. C'est-tu le scénario que tu as eu le plus de versions à faire? Je sais pas. Je pense qu'on écrit toujours plusieurs versions, Ouais. mais celui-là, ça a été tellement long d'aller en production là, qu'on a écrit pas mal, en tout cas. On a vraiment écrit pas mal, oui. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que ça a toujours été Sébastien Ricard, le premier choix pour Frère Jean? Oui, assez vite, moi, pendant qu'on travaillait, j'ai pensé à lui. Mais j'ai quand même fait des auditions parce que je voulais être sûr, je voulais voir comment lui voyait le personnage. Fait en audition, j'ai fait venir Sébastien puis peut-être 3-4 autres personnes. Puis en le voyant en audition, ça a vraiment juste confirmé que c'était vraiment lui que je voulais. Ben, moi, je pense que c'est une bonne affaire, les faire auditionner pour être sûr de ton choix. Oui, mais tu sais, des fois, avec des acteurs qui sont très connus, tout ça, c'est plus gênant là, de faire venir en audition. Mais tu sais, je leur demande toujours, est-ce qu'ils sont à l'aise de venir en audition? Puis c'est plus comme une session de travail. Puis en même temps, c'est bien important parce que, tu sais, un rôle principal comme ça, tu dois être sûr que c'est pas une question de savoir si l'acteur est bon ou pas. On sait que les acteurs qu'on fait venir en audition sont tous bons, tu sais. Mais est-ce que ce que l'acteur va t'offrir, ça correspond à la vision que tu as du personnage? Tu sais, c'est surtout ça qui est important. Puis quand tu vois un acteur en audition, puis que tout à coup, tu vois le personnage comme tu l'imagines, ou en fait, des fois même mieux que tu l'avais imaginé, souvent, ben c'est ça. Il y a un déclic qui se passe. Puis pour moi, ça, c'est important, les auditions, cette étape-là, pour ça. Oui. Le personnage de Arnaud, je présume qu'il y avait plusieurs acteurs en considération. Ben, en fait, Arnaud, c'est très particulier parce qu'on l'a trouvé par un appel sur Facebook. Moi, pour les jeunes, là, pour tous les jeunes dans le film, je voulais ouvrir, j'ai parlé à l'agence de casting, puis je dis, moi, je veux ouvrir à des jeunes qui n'ont jamais joué. Je veux avoir la possibilité de trouver une perle rare, là, quelqu'un qui a du talent, puis qui veut faire ça, puis qui ne l'a jamais fait. T'sais. Alors, bon, c'est ça. Au casting, ils m'ont dit, ben, nous, on n'organise pas ça, mais on l'a fait avec la maison de production.
Alors, on a organisé une campagne Facebook, on a envoyé des messages. Il y a quelqu'un à la maison de production qui a appelé dans des écoles un peu partout au Québec pour dire à des profs de théâtre au secondaire, si vous avez des jeunes que ça intéresserait, voici comment procéder. T'sais. Fait que là, la première étape, on a demandé à des jeunes un peu partout au Québec de nous envoyer juste une photo avec un petit texte de motivation. On a reçu peut-être 125, 150 dossiers. Là. Moi, j'ai analysé tout ça. Et de ça, j'en ai retenu peut-être, mettons, 75 que je Oh, trouvais qui wow! pouvaient être intéressants pour un ou l'autre des personnages des jeunes. Là, à partir de ces 75-là, on leur a réécrit, puis là, on leur a demandé, on leur a envoyé une scène. Que là, de ces 75-là, on leur a réécrit, on leur a demandé de se faire un self-tape qu'on appelle, c'est de se filmer eux-mêmes dans une scène d'audition. Et puis, des 75, il y en a peut-être 50, 55 qui ont répondu, qui l'ont fait, ils ont fait une audition, tout ça. Fait que là quand j'ai reçu ça, là, j'ai vu lesquels étaient les meilleurs, puis là, je les ai répartis entre différents personnages. Genre, ça pourrait faire un bon Chouinard, ça pourrait faire un bon Émile, ça pourrait faire un bon Jérôme. Et puis là, ceux qui étaient les plus intéressants dans toute cette campagne Facebook-là, on les a invités là, à venir en audition à l'agence de casting avec des jeunes qui avaient d'expérience, des jeunes d'agence. Fait que là, on a mélangé les deux. Tu sais, des jeunes qui ont déjà joué dans des films, comme par exemple Alexis Gué, finalement, qui joue Chouinard. Lui, il avait déjà joué dans Les Rois Mongols. Fait que lui, on savait que c'était un bon petit comédien. Fait que là, on l'a fait venir en audition. Ça, c'est l'agence de casting qui m'a proposé plein de jeunes qui avaient déjà joué. Puis moi, j'ai invité plein d'autres jeunes que j'avais trouvés par Facebook. On les a tous fait venir en audition. Puis là c'était tout mélangé. Puis à la fin du processus, tu vois, sur les 4 rôles principaux des jeunes, là, Jérôme, Émile, Chouinard, puis François. François, c'est les petits lunettes rondes, Ouais. le petit straight un peu de la gang. Sur les 4, finalement, il y en a 2 qui avaient déjà joué, puis 2 qui n'avaient jamais fait ça. Émile, Arnaud Vachon, il n'avait Ouais. jamais joué. Je l'ai trouvé Ah, ouais. par la campagne Facebook. Il n'avait jamais joué de sa vie. Puis l'autre aussi, c'est celui qui joue François, là, Xavier Rivard-Désy. Lui non plus, il n'avait jamais joué. Puis, ça a été un long processus. On les a fait venir une première fois. Émile, je l'avais fait venir au début. Arnaud, je l'avais fait venir au début pour jouer Chouinard. Tu sais, je trouvais qu'il Ah, était un peu ouais. je trouvais qu'il était un peu costaud, un petit peu. Il ferait un bon Chouinard. Tu sais, il pouvait avoir l'air d'un petit gars un peu tough, un peu baveux. Fait que j'ai fait OK, je le fais venir pour Chouinard. Puis quand il est venu finalement, j'ai vu comment il jouait. Puis j'ai fait oh, il y a quand même une super belle sensibilité. Fait que j'ai donné le texte d'Émile. J'ai dit, va-t'en dans une pièce à côté si ça te tente, là, apprends ça. Puis on va revenir d'une demi-heure, puis je vais te faire auditionner pour Émile. Fait qu'il a fait ça, il est revenu. Puis la scène d'audition qu'il a faite, c'était une scène avec beaucoup d'émotions. Il est arrivé tout de suite, il avait les larmes aux yeux, tout. J'ai fait oh, wow, OK. Bien intéressant. Fait que finalement, mon défi, c'était de savoir s'il serait capable de jouer différentes émotions. Fait que là, j'ai donné 3 autres scènes à apprendre. Puis j'ai dit, on revient dans, mettons, 3 semaines. Puis on va faire une autre audition avec toutes ces autres scènes-là. Puis là, j'ai fait venir d'autres jeunes encore, parce que je n'étais pas sûr que ce serait lui. J'ai fait venir d'autres jeunes pour jouer Émile. Puis là, c'était un processus d'élimination comme ça. Puis Émile, Arnaud, à chaque fois qu'il venait, il était vraiment bon, il était vraiment convaincant. Puis finalement, c'est lui qui a eu le rôle. Puis là, après ça, là, il fallait que je construise une petite gang autour de lui. Fait que c'est là je voyais les affinités. Fait que là, j'ai fait venir des duos, des trios. C'était un long processus d'audition pour les jeunes. Là. Je voulais vraiment être sûr de mon affaire. Ouais. D'ailleurs, parce que là, le film qui a connu, bien entendu, plusieurs retardements, dont celui d'avril 2020 parce que la pandémie commençait, mais tu as eu la chance de le sortir en avril 2021, mais là, tu l'as retardé pour sa sortie de vendredi dernier. Mais Ouais. malgré l'ouverture des cinémas, tout ça, pourquoi tu as tant insisté à retarder le film de nouveau? Non, mais c'est parce qu'en avril, au moment où on l'a sorti, là, ça n'avait aucun sens. Là. Au moment où on a décidé de le sortir, mettons 6 semaines avant ça, en mars, c'était comme la fin de la deuxième vague. Là, les salles rouvraient, puis là, on a vu que la déesse des mouches à feu venait de ressortir, puis ça marchait assez bien, tout ça, puis il y avait comme un creux de vague. Fait que là, le distributeur a pris la décision de le sortir. Mais là, 6 semaines plus tard, quand finalement on l'a sorti au mois d'avril, je pense que c'était le 2 avril, le premier week-end, ça a été pas pire. Puis là, a commencé, on était en plein dans le début de la 3e vague, les variants qui commençaient à arriver. Le gouvernement du Québec a décidé de fermer les salles
à Québec et à Gatineau. Donc, on a perdu les marchés, on a perdu des dizaines de salles à Québec et à Gatineau qu'on devait avoir. Puis en plus de ça, à Montréal, à Laval, les salles, il y avait le couvre-feu à 8 heures. Fait qu'on n'avait pas de show de soir. Il n'y avait plus de film le soir. Puis en plus, ils ont mis la distanciation à 2 mètres. Ça veut dire que dans des salles, mettons, de 200 personnes, là, il fallait qu'il y ait une rangée de libre entre chaque personne. Puis en C'est plus, encore comme ça. deux sièges de libre. Non, maintenant, là c'est beaucoup mieux. Ah Non, oui, non, c'est c'est vrai, plus maintenant, comme c'est ça. un Là. siège. Non. Maintenant, c'est vrai. C'est juste un siège, puis il n'y a plus besoin d'avoir une rangée de libre. Là. C'est un Non. siège de libre. Fait que là, Ah, ouais, maintenant, c'est vraiment bien les cinémas. Mais à l'époque, quand on a décidé de. Parce que, mettons, dans une salle de 200 personnes, là, il y avait le droit d'avoir à peu près 18-20 spectateurs. Ou Ouais. 22, genre, le maximum, là, 20. Fait que, ça n'avait aucun sens de sortir un film, puis d'avoir à Québec, tu ne peux pas le jouer, Gatineau, tu ne peux pas le jouer, les salles fermées à moitié, pas de show de soir. Ça n'avait aucun sens. On était en train de tuer le film. Là. Fait qu'on a fait OK, on le retire, on va le sortir on va le ressortir quand le monde va pouvoir aller au cinéma. Puis en plus de ça, les gens étaient craintifs, les gens n'étaient pas vaccinés encore. Fait que, les gens avaient peur dans la salle. Il fallait porter le masque tout le temps, pas de popcorn. Ah non, c'était l'enfer. Vraiment, c'était l'enfer. Là. Mais maintenant qu'il est sorti, là, je présume, est-ce que. Maintenant, comment tu te sens? Comment tu te sens maintenant qu'il est sorti? On peut dire, dans le fond, c'est sa vraie sortie maintenant? Oui, c'est sa vraie sortie. Puis moi, je suis super content. Là, je reçois plein de messages de monde qui vont le voir. Je regarde les chiffres en salle, ça fonctionne bien. Les gens apprécient beaucoup le film. Fait que c'est sûr que comme cinéaste, moi, j'ai travaillé comme 7 ans là-dessus. Là. Fait que tu peux pas laisser. Tu peux pas, après 7 ans de travail, juste faire Ah, ben, coudonc, c'est plate. Non, on veut que le monde ait la chance de le voir. Puis, Ben oui. alors là, on a eu la première à Montréal, une première à Québec, une première à Gatineau où je suis allé avec les comédiens à Montréal. Puis, à Québec, je suis allé avec Arnaud. Il y avait un des scénaristes aussi. À Gatineau aussi, un des scénaristes avec Arnaud qui est venu avec moi. Fait que, rencontrer le public, pouvoir présenter le film. Hier soir, j'étais au cinéma Beaubien, on avait une salle pleine, c'était génial, les commentaires qu'on reçoit, tout ça. Puis, non, ça fait plaisir. On fait du cinéma pour avoir un échange avec le public, pour que les gens voient les films, puis puissent c'est ça, qu'on puisse. L'art, c'est de la communication, nécessairement. Fait que, là, le film, il peut être vu, puis les gens se sentent libres, puis en sécurité dans la salle. Alors, ça fait vraiment plaisir. Mais parle-moi un peu de la musique dans le film parce que tu avais Pierre Lapointe qui faisait la musique, puis c'est quoi encore le nom de l'autre? Parce que je sais qu'il y a un nom assez complexe. C'est Guido Del Fabbro. Ah, c'est ça. J'avais Guido, mais je ne savais pas le reste. Oui, Guido Del Fabbro, en fait, c'est un musicien aussi. C'est un musicien, mais qui fait aussi beaucoup de. Il fait aussi beaucoup il fait de la réalisation, des arrangements. Donc, la façon qu'il a travaillé avec Pierre, moi, Pierre, j'avais d'abord fait lire le scénario, puis on avait discuté un peu du genre de musique que je voulais, puis que tout ça. Puis Pierre, en lisant le scénario, déjà, il a dit moi, je vais commencer à travailler des maquettes là, de musique. Juste sur la base du scénario, puis je vais t'envoyer ça. Ça a été super utile parce que déjà, pendant le tournage, j'entendais des premières ébauches de musique. Tu sais. Puis avec Guido, ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, Pierre, lui, compose au piano. Et puis, il envoie ça à Guido. Puis Guido, il fait les arrangements. Après, à partir des mélodies de Pierre, il fait des arrangements pour cordes, pour, genre le petit piano mécanique qu'il y a dans le film, ou le toy piano, le petit piano jouet là, qui revient de temps en temps. Donc, Guido a composé aussi quelques mélodies. Fait que la plupart des mélodies sont de Pierre. Guido en a composé quelques-unes, mais en plus, Guido a fait tous les arrangements des musiques de Pierre. Et nous, on avait cette musique-là pendant qu'on faisait le montage. Parce que, souvent en montage, on utilise ce qu'on appelle des temp tracks, c'est-à-dire que le réalisateur ou le monteur, on choisit des musiques à gauche, à droite. Des fois, c'est des musiques de d'autres films, juste pour mettre de l'ambiance pendant le montage, pour donner un rythme à nos images. On aime ça, mettre de la musique. Mais là, ce qui était bien, c'est qu'on avait déjà la musique de Pierre et Guido pendant qu'on faisait le montage. Fait que là, après ça, eux, on leur disait telle tourne, on a décidé de la placer là. Mais gars, on aurait besoin que ça soit un peu plus long là. Peut-être que là, on aimerait ça avoir plus de violon, moins de violon. Là, ça serait le fun juste au piano. Puis là, on échangeait. On échangeait sur leur musique et non pas sur une musique de quelqu'un d'autre, comme on fait souvent. Fait que ça, c'était vraiment génial comme approche.
Mais dans le fond, de ce que je comprends, Pierre Lapointe, ça a toujours été ton premier choix pour la musique. Oui, oui, absolument, absolument, oui, oui. Moi, ce film-là, je ne sais pas pourquoi, mais ça faisait longtemps. Moi, dès un des premiers albums de Pierre Lapointe, il y avait, je ne me souviens plus du titre de son album, c'est un de ses La premiers forêt des albums. mal-aimés. Exactement, Forêt des Mal-Aimés, il y avait 2 tunes au piano là-dessus, juste au piano, qui étaient tellement belles. Et puis je me disais, waouh, c'est tellement de musique de film, ces 2 pièces-là. Puis ça m'était toujours resté dans la tête qu'un jour, j'aimerais ça travailler avec Pierre Lapointe. Puis ce film-là, je sais pas, le style du film, moi, je trouve que c'était un style de film qui appelait peut-être un genre de musique un peu comme dans certains films français populaires, une musique assez développée, orchestrée, tout ça, ou dans certains films américains même. Puis je me disais, Pierre, il aurait la sensibilité de faire ce genre de musique-là. Tu sais. Puis, fait que c'est ça, on l'a approché, puis ça a fonctionné. Et il sait s'entourer de gens comme Guido ou d'autres qui sont des grands réalisateurs d'albums, des grands arrangeurs, tu sais. Et donc, il y a toujours des belles complicités, Pierre, qui amènent sa musique à lui encore plus loin, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant que pour notre film, ils disent on va travailler comme ça. Au début, je me disais, OK, mais moi, je ne le connais pas, Guido. Je suis allé voir un peu ce qu'il avait fait. Puis tout de suite, ça a fait OK, j'embarque dans le trip de Pierre de dire on va faire ça à 2 et tout. Puis ça s'est super bien passé. Mais, attends, c'est parce que mes questions sont un peu loin de ça, fait que c'est pour ça. Vas-y, prends ton temps. Ouais. Est-ce que dans le fond, le personnage de François Papineau, qui était un peu, dans le fond, l'antagoniste en quelque part dans le film, Ouais. est-ce que c'était toujours dans le plan d'avoir un professeur un peu antagoniste, ça, ou au début, c'était un professeur plus gentil? Ils étaient tous gentils au début? Dans les premières versions du scénario, il n'y avait pas cette toile de fond un peu plus sombre dans le collège là, d'un frère peut-être abuseur d'enfants qui soit là dans le décor. Tu sais. Puis les premières versions de scénario, c'était un peu plus rose là, comme univers. Tu sais. C'était, le frère Jean faisait ses trucs, qui étaient inspirants pour les jeunes, puis il n'y avait pas beaucoup de. Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait un peu d'opposition là, des autorités à ces projets, mais tu sais, c'était quand même assez gentil. Tu sais. Puis moi, je trouvais, tu sais, moi j'ai fait des documentaires, dont un documentaire qui s'appelle Nestor et les oubliés, sur, les orphelins de Duplessis, puis les abus qu'il y a eu dans l'Église, puis dans les orphelinats à l'époque et tout. Puis je sais que dans les collèges de frères, on le sait, toutes les histoires qu'il y a eu d'abus et tout ça. Puis je me disais, c'est important, je pense, si on fait un film sur cette époque-là dans un collège de garçons, qu'on tienne compte de ça. Il ne faut pas que ça soit l'histoire principale, ça a déjà été fait. On ne veut pas refaire The Boys of Saint-Vincent ou des enfants du Duplessis, tout ça, ça a déjà été fait. Il n'est pas question de faire ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut donner un portrait de l'époque qui soit juste. Puis en même temps, je me disais, ça va renforcer le personnage du frère Jean, qui va être comme un être de lumière dans un univers plus sombre. Tu sais. Puis, donc, oui, au début, quand on a commencé à réfléchir à ça avec les 2 autres scénaristes, notre crainte, c'était qu'il ne fallait pas que ça tire l'histoire de ce côté-là. Tu sais, si Pour tu pas mets une trop histoire. sortir du sujet. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si tu mets une histoire d'abus d'enfant et tu y donnes trop d'importance, c'est sûr que les spectateurs vont dire wow, 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 qu'est-ce qui se passe là? On veut savoir, pauvre petit gars, il est abusé. Lui. Alors, c'était tout le dosage de faire comme OK, comment est-ce qu'on peut sentir en arrière-plan que ça se passe, mais que dans le fond, que ce soit comme à l'époque, c'est-à-dire que personne ne le voyait vraiment, c'était caché. Ceux qui le savaient se fermaient la gueule, ne disaient rien. Même le petit gars, il n'osait rien dire. Ouais. Donc, dans le fond, c'était un peu comme c'était à l'époque. Et puis, on a incarné ça. Au début, il y avait le frère Cyprien, était antagoniste, mais il était antagoniste surtout parce qu'il était jaloux de frère Jean. Puis il y avait un autre frère dans les premières versions de scénario qu'on faisait arriver au collège d'un autre collège. Il était comme prof de gym et tout. Puis c'est lui qui se mettait à un moment donné à se rapprocher du petit Jérôme, puis qu'on comprenait qu'il abusait du petit Jérôme. Puis à un moment donné, on s'est dit non, je pense que ça va être plus intéressant de concentrer ça dans le même personnage que dans le fond, le frère Cyprien qui est jaloux de frère Jean, qui est jaloux de toute l'attention qu'il y a dans le collège, que ce soit lui qui
que ce soit lui, dans le fond, qui soit aussi celui qui rôde autour de Jérôme, puis qu'on comprenne que peut-être qu'il a décidé de concentrer ça sur la figure, le personnage du frère Cyprien. Ben alors, c'était tout pour cette entrevue, M. Pilon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce podcast. Merci, Jérémy. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. Au plaisir.